Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue avec les porte-avions américains. Cette vidéo est une sorte de réponse à la vidéo précédente que j'avais faite sur les porte-avions japonais bâtières. Là on va parler de leurs confrères ou de leurs concurrents en tier 4 et 5 dans la ligne des porte-avions américains, et nous sommes en face de deux porte-avions extrêmement poussifs, vieillots, peut-être encore plus par leur aspect que les porte-avions japonais. Voyons un peu ce qu'il en retourne exactement. Alors, la ligne des porte-avions, pour commencer, la voilà. Chez les Américains, on commence par, en tier 4 bien sûr, par le Langley, puis le Bog, puis l'Independence, le Ranger, le Lexington, l'Essex et le Midway. Deux premiums, à la différence des Japonais qui n'en ont qu'un, un tier 7 de Saipan et un tier 8, l'Enterprise. Quand on s'attaque au porte-avions américain, on est dans le même cas de figure que le porte-avions japonais. C'est d'abord de savoir quel mode on a, quelle configuration on va avoir et quelles sont nos armes. Alors, la différence entre les deux navires, vous voyez qu'ils ont effectivement pas un gros pool au point de vie, 33 300 en coque A pour le Langley, qui passe à 33 700 seulement avec le coque B. Comment dirais-je, pour le Bog, on passe de 34 900 à 36 500 en coque B. En termes d'avions embarqués, c'est assez curieux, mais le Langley a 30 unités avec sa coque B en avions embarqués, contre 28 seulement pour le Bog, qui est en tiers supérieur. Alors il a des meilleurs avions, probablement, mais il semble avoir un peu moins d'avions. La vitesse est assez comparable, 15 nœuds pour le Langley, 16,5 pour le Bog. Et en termes de dissimulation, c'est guère mieux, 10-1 d'un côté, 11-9 de l'autre. Ce qui est particulièrement curieux pour le Langley et qu'on ne retrouvait pas chez les porte-avions japonais, pour le Langley et le Bog, le passage entre ces deux porte-avions, et qu'on ne retrouvait pas chez les Japonais, c'est qu'on a exactement la même configuration en termes d'équipage et d'attaque que sur le tier 4 que sur le tier 5. Il n'y a rien qui change. Autant les Japonais ont récupéré avec la possibilité, en plus de jouer à une configuration différente, autant avec les Américains, on a dans les deux cas la même configuration et dans les deux cas le même nombre d'avions. C'est-à-dire que 3 équipages. Le Langley et le Bog vous proposent un équipage de chasseurs, plus un torpilleur, plus un bombardier. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il me semble qu'à une certaine époque, c'était un petit peu différent. On pouvait choisir, mais bon, il semblerait qu'on pouvait avoir soit deux torpilleurs ou soit deux bombardiers. Il me semble, mais bon, il semble que c'est... De toute façon, c'est plus le cas. Donc, voilà pour les configurations. Vous voyez, ça va très vite. Alors, malgré tout, il faut quand même expliquer une ou deux petites choses, à commencer par les origines du Langley, par exemple. Le Langley, à la base, n'est pas un porte-avions. Le Langley a été, effectivement, une transformation d'un charbonnier qui s'appelait l'USS Jupiter, dont voici la photo, et qui va être transformé, effectivement, en porte-avions. Alors, on voit très nettement que le hangar, ce qui tient lieu de hangar, est tout simplement le pont de l'ancien charbonnier, transformé et qui permet de garder au chaud, si on peut le dire, parce qu'il n'y a pas de paroi latérale. Les avions de réserve sont juste en dessous. Voilà. Il n'y a pas effectivement non plus d'îlot. Le poste de commandement, on le cherche en vain. Il semblerait qu'il soit ici. Vous voyez, c'est très rudimentaire, le poste de commandement. On le voit très nettement. On sent quand même que nous avons affaire à un navire, voilà quoi, je veux dire, c'est un des tout premiers porte-avions, c'est très expérimental, et ça a été monté à la hâte, et c'est un peu du bricolage. Le Bog, malgré ses airs un peu frustres, est un tout petit peu plus moderne. Déjà, on voit qu'il y a un îlot de commandement. Alors ça, c'est hérité, si vous voulez, de l'Hermès, le premier porte-avions construit comme tel par les Anglais, qui ont inventé pas mal de choses en termes de porte-avions. C'est pour ça qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas de ligne anglaise d'ailleurs de porte-avions, parce qu'ils ont été très innovateurs en ce qui concerne les porte-avions. Alors il y a effectivement un îlot de commandement ici. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je cherche en vain les cheminées d'évacuation. Je les vois pas. Tiens, c'est bizarre. Je les vois pas.
Elles sont où? Je sais pas. On les voit pas. Bon, alors ça c'est un fail. J'aurais voulu. Mais bon, à la différence des porte-avions japonais, est-ce qu'on les voit, les porte-avions, celles du porte-avions japonais, on les voit pas sur le Osho. Sur le Zuyo. Ah, c'était peut-être des charbonniers. Voilà. Là, vous voyez, on les voit bien. Elles sont dirigées vers le bas. Voilà, il y a la grosse cheminée qui est dirigée vers le bas pour pas enfumer le pont d'envol. Sur le bug, on ne les voit pas. Clairement. Voilà, par contre, on voit bien les antillaires. Et il faut se méfier lorsqu'on s'attaque à un porte-avions ennemi de pas trop envoyer ses chasseurs n'importe comment ou en statique au-dessus d'un porte-avions ennemi, surtout d'un bug, parce que l'antillaire américaine fait très très mal. Voilà, on a fait une petite présentation assez succincte de ces deux navires. On va passer en bataille maintenant. Alors c'est encore une fois deux parties qui ont été aimablement fournies par Papy, qui est notre champion des porte-avions, avec Polon, notre champion de porte-avions du clan. Et on va voir comment il se débrouille en bog et en anglais. Et alors, ceci dit, il m'a bien expliqué que l'anglais comme bog n'était pas forcément sa tasse de thé. Néanmoins, on va voir comment il se débrouille. Et on va voir si il est si moyen que ça. Ce dont je doute. Voilà, nous sommes partis. Alors, nous sommes dans l'anglais, Papy. Nous sommes avec l'anglais. Papy aime beaucoup les porte-avions japonais, apparemment. Il a du mal avec les porte-avions américains bâtières. Donc il a du mal à admettre qu'il n'est pas dans le haut chaud. Donc allez, plaisanterie mise à part, Papy dans son comment dirais-je, chasseur, et l'envoie tout de suite nulle part. Et il attend, il envoie le bombardier, voilà. Je pense que l'idée va être soit de se focaliser sur une aile. Alors je pense qu'il attend de regarder ce que fait le Osho, lequel Osho est parti lui en tête, tout au centre, comme moi j'aurais fait, hein, techniquement. Là, c'est forcément de l'anglais. On est dans une configuration très particulière, puisqu'on a deux Langlais en face, contre un Osho et un anglais. Donc théoriquement, et vu la supériorité naturelle du Langlais en termes de supériorité aérienne, ils ont en face la supériorité aérienne. Là, le Osho, évidemment, il a envoyé des chasseurs, il se fait un petit peu déboîter. Papy arrive un petit peu comme la cavalerie, mais il est in extremis. Et il arrache, il arrache la décision, il sauve le Osho. Notre deuxième chasseur de l'anglais, de l'autre l'anglais arrive un peu tard et n'engage pas le combat parce qu'il n'a très nettement pas l'avantage. Le Osho n'a plus du tout envie, il lui reste plus qu'un chasseur. Et Papy, bon, ça lui va pour l'instant. Voilà. Et pendant ce temps, le torpilleur Papy a indiqué à tout le monde qu'il faut effectivement se méfier du Wakatake. Il passe le bombardier au-dessus pour le bombardier, hein, forcément, mais aussi pour le spotter. Voyons si les bombes vont faire quelque chose. Kaboom, non. Le Osho, lui, envoie une partie de ses torpilles dans l'île ici. Papy n'envoie pas ses torpilles. Intéressant. Il les envoie pas. Il a bien vu que le Osho allait faire un passage. Lui, il n'a plus du tout le... Voilà, le Osho, de toute façon, a sorti le Wakatake. Très bon. Au moins, on a l'impression que le Osho n'est pas un manchot. Voilà, c'est une blague. Cette blague vous était offerte par l'ami Starcade. Je vous conseille d'aller voir la chaîne. Il fait aussi des commentaires sur les batailles, des commentaires très éclairés. C'est un jeu de mots la Starcade, ça. Là, on voit le chasseur du Osho qui risque de se faire prendre la misère parce que Papy peut pas être partout. Papy est en train de régler son compte à un bombardier. Et il a réussi à passer au travers, le Osho. Non, il n'a pas réussi à passer au travers. Il n'est pas passé au travers. Et Papy, lui, n'en a pas fini avec le bombard, qui revient. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir tout à fait compris. Il s'attaque plutôt à l'autre, bombardier plutôt. Il essaye il essaye
D'abord de ses frères le Frariang, ce qui serait pas une mauvaise chose. Voyons ce que va... Ah oh, les torpilles sont belles. Frariang a un petit peu oublié, et boum, il s'en prend une sous le nez, sur le nez, bien joué. A priori, il y a une torpille qui pourrait être bonne aussi pour le G100. Est-ce qu'il va faire une frappe des vases? Parce que le Frariang a une inondation. Hein. Il a dû se prendre un premier coup, eh ben oui, voilà, boum, inondation, frappe des vastes. Et le G101 est passé à côté de la frappe des vastes numéro 2. Papy joue son rôle, vous voyez, utiliser les chasseurs, toujours avoir un œil pour voir sur la minimap où sont les avions ennemis. Et là, forcément, pendant que les bombardiers ennemis, voilà, il les désengage. C'est intéressant. Il ne les engage pas à fond. Je suppose qu'il a une idée derrière la tête. Donc là, il y a le bombardier, le torpilleur qui est en train de recharger. Et le bombardier qui est parti, lui. Il est parti. Alors, il faudrait que je lui demande si c'est une stratégie de ne pas finir. Peut-être qu'il oblige ainsi l'ennemi à ramener ses avions, ou à ne pas les ramener d'ailleurs. C'est intéressant comme concept. Ah, que je lui demande, parce que si ça se trouve, il ne pense pas du tout, mais tel que je le connais, c'est un très bon genre de porte-avions, il doit avoir une idée derrière la tête. Ça fait 2 fois que ces chasseurs ne finissent pas les bombardiers ennemis. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Et j'avoue que ça m'ouvre des perspectives en tant que joueur occasionnel de porte-avions. Donc là, les torpilles, voyons ce que vont faire les torpilleurs du haut chaud, qui a raté son tir. Pendant ce temps, les torpilleurs de Papy reviennent au combat. Il y a quand même une sacrée volée de torpilles dans tous les sens. Là, le Turenne va prendre des torpilles du... C'est un DD qui a envoyé des torpilles, non? C'est le haut chaud, a priori. Pendant ce temps, les chasseurs sont au-dessus des 2 porte-avions pour continuer de les spotter. Il n'a pas l'air de trop craindre leur entière. On voit les torpilleurs de Papy qui arrivent. Est-ce qu'il s'en prend au South Carolina ou est-ce qu'il va s'en prendre au Turenne? Ou est-ce qu'il va aller chercher le porte-avions que ces chasseurs ont spoté là? Non, c'est le South Carolina qui va prendre une ou 2 torpilles. Une, 2 et une voie d'eau. Alors il est en train de réparer, de se re-healer. Il se re-heal. Mais voilà, boum, le courbet le finit. Et le Turenne a intérêt de tourner parce que oui. Donc les bombardiers sont déjà refait le plein. Et pendant que les torpilleurs, nous les voyons qui rentrent au bercail. Le Langlais qui est très lent, a du mal à suivre la flotte. On sait, on a déjà vu des parties où Papy suivait la flotte. Donc c'est pas s'il est si éloigné, c'est que le Langlais avec ses 19 nœuds, il peut pas suivre. Donc on va voir les bombardiers, qu'est-ce qu'ils font? Le Turenne, ça sert pas à grand chose, voilà, ça sert plus à rien d'ailleurs. Et à mon avis, il va aller chercher ce Langlais là. Parce qu'il y a toujours ces chasseurs qui sont là autour. Permaspot, comme on dit. Spotter en permanence. Donc, repérer en permanence. Permaspot, permanently spotted. Voilà ce que c'est. Donc là, les bombardiers vont prendre le Langley en enfilade pour que le maximum de bombes tombe dessus. Boum, 2 incendies. Le Langley a réparé tout de suite. Et les chasseurs, eux, sont à la poursuite. Les chasseurs du haut chaud, ça. Les chasseurs de Papy, je les cherche. Les chasseurs du haut chaud sont allés un peu se frotter à l'autre Langley. Je cherche les chasseurs de Papy. Est-ce qu'il il les ramène? Oui, il les ramène. Il les a ramenés, il est en train de les recompléter. Donc les chasseurs du haut chaud sont en train de prendre de la misère, parce que bah oui, hein, il attaque tout près d'un Langlais, donc il a les entières du Langlais sur le dos. Et voilà les torpilleurs du haut chaud, et suivi des torpilleurs de Papy. Donc là, le Langlais, à mon avis, il peut dire adieu, hein. Parce que là,
On va déjà voir les torpilles du haut chaud, lui tomber dessus. Et s'il les évite, ce qui m'étonnerait grandement, on va passer à la phase B du plan, à savoir... Oh, voilà. La phase B du plan, c'est au suivant, tout simplement. Dans le haut chaud, a envoyé ses torpilleurs à la chasse au deuxième Langley. Et Papy limite. Alors que Papy, qui a toujours un œil sur la minimap, lui a vu le Clemson qui se rapprochait de la base. Donc là, le Langley a pris 2 torpilles. Et Papy, ben oui, il a pris une inondation apparemment. Et il l'a éteint tout de suite. Et le chasseur du Langley réagit un peu tard. Et il va s'en prendre encore 2. Boum, boum. Voilà. Il lui reste plus que 5000 points de vie. Et les chasseurs ont intercepté. Et ils sauvent les fesses de ces torpilleurs. Pendant que la base est en train d'être capée. Alors est-ce que le bombardier de Papy lui veut finir le travail? Il y a un Anglais à finir là-haut. Donc on va le chercher. Tout simplement. Il est à 40 000 de dégâts. On a vu quand même que c'est un travail, même avec 40 000 de dégâts, c'est pas moyen, mais quand on est en cuirassé, même en croiseur, donc à partir du tir 5, c'est bien, mais c'est pas excessif. Là, on a vu quand même qu'il y a énormément de facteurs à gérer quand on est à bord d'un porte-avions. Et 40 000 de dégâts, ça commence à être bien. Là, on leur demande de tuer le dernier porte-avions, parce que bon, c'est un bon joueur. Voilà, terminé. Papy l'a fini. Il a réussi son deuxième kill. La base, ils ont quand même despoté consciencieusement. Je pense que c'est le porte-avions qui despotait à chaque fois. Qui décapait, je veux dire. Donc là, le haut chaud va essayer de se faire le Clemson. On va voir ce tir. Non, le Clemson évitera les torpilles. Sans trop de problèmes. Les chasseurs du haut chaud s'en prennent aux derniers torpilleurs du Langley qui sont un peu à l'agonie. Et pendant ce temps, Papy est en train de charger ses torpilleurs et ses bombardiers. Voilà, ce torpilleur partent. On va se mettre sur le... Voilà, les torpilleurs partent. Et les porte-avions viennent. Vous voyez qu'il a toujours un équipage en l'air. Le jeu des rotations, il se débrouille toujours. Mais ça, c'est une tactique chez lui. C'est assez intéressant à voir d'ailleurs. Il y a une tactique, c'est... il a toujours un équipage en l'air qui est prêt à frapper à tout moment. Il a plus de chasseurs. Le haut chaud a fait un vrai gros boulot lui aussi, 3 kills. Ils ont fait vraiment un super boulot, les 2 porte-avions. C'est l'illustration parfaite que un couple de porte-avions ne peut que réussir quand ils s'entendent bien. Là, on a vu que les 2 Langley étaient clairement pas au même niveau. Et ça a fait la différence, quoi, tout simplement. Est-ce que Papy aura le temps d'aller mettre quelques torpilles sur le courbet pour aller atteindre des 50 000? A priori, ils ont délaissé l'idée de caper la base ennemie. Ils veulent faire comment dirais-je, un nettoyage complet par le vide. D'où le titre de la vidéo, le nettoyage. Non, le titre de la vidéo, c'est simplement pour prouver que, effectivement, les Américains, c'est avant tout le nettoyage des airs sur les avions ennemis, nettoyer les airs pour avoir la paix et pouvoir ensuite faire des dégâts. Et torpille, le courbet va prendre très cher. 2, peut-être 3. 2, 2 torpilles. Une voie d'eau. Est-ce qu'il a... Il l'avait pas nettoyé, sa voie d'eau. Il est en train de rehiler en même temps. Et le haut chaud va finir. Voilà, il passe à la caisse. Papy renvoie une bombe de plus. Boum. Boum, fini. Le haut chaud, 4 kills quand même. Bravo.
On enchaîne avec les écrans de la bataille de cette première bataille du Langley. Alors, évidemment, c'est une victoire. 1879 points. Je rappelle que Papy n'est pas compte premium, à tout hasard. 65 000 de dégâts. 7 torpilles au but pour 3 inondations. 50% grosso modo. 27 avions détruits, ce qui en Langley est tout à fait normal. 2 kills, qui est bien en Langley, je considère, parce que même moi j'ai du mal avec les Langley à faire beaucoup de kills. Il finit premier. Le Osho a fini troisième. On remarquera les deux premières places de l'Issijouchi et du Langley. Oui, vous voyez les grades, hein, de grade 1. C'est clairement de très très bons joueurs qui ont obtenu le grade 1 dans les batailles classées. Donc c'est voilà quoi, ils sont là, ils étaient là pour se faire plaisir et jouer en petit tiers pour pour s'amuser, voilà, tout simplement. Et ils sont tombés sur un os, voilà. Le Courbet a bien joué le coup dans le camp de Papy avec 3 kills. Bravo à lui. Les dégâts, 19 000 sur le Langley, sur un des deux Langley. D'ailleurs, c'est le bon joueur qui a pris 19 000. Sur le Courbet, 19 000 aussi. 6 000 sur le Fraruang, c'est sa première victime. C'est ses 2 kills d'ailleurs, le Langley et le Fraruang. 11 000 sur South Carolina. Il a parcouru 25 km, ce qui en bog, ça vaut 100 km pour tous les autres navires du monde. Des dégâts, 48 000 de dégâts grâce à sa détection. Là, on voit vraiment le job des porte-avions, et spécifiquement des porte-avions américains. 11 bombes larguées pour 15 000 de dégâts, 7 torpilles larguées pour 41 900, quasiment 42 000 de dégâts. Petit incendie, 240, par contre 7 800 d'inondation. Et comme prévu, ce n'est pas un compte premium, donc forcément, c'est moins rentable. Voilà pour le Langley. Alors, on va attaquer maintenant le bog, la partie en bog, tout de suite, sans transition. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce que j'ai dit en début de vidéo sur le bog, donc c'est parti pour la deuxième bataille. Donc cette bataille, nous sommes à nouveau sur la carte des îles Salomon. Cette fois, nous sommes avec un bog. Alors, encore une fois, c'est bien Papy qui est à bord de son porte-avions. Nous allons voir un petit peu comment il procède. Là, il a lancé son porte-avions carrément, tout en lançant les chasseurs. Comme je l'avais dit à la présentation, ça semblait difficile à croire. Effectivement, le porte-avions, le bog, n'a que 3 équipages, même s'il est un tir au-dessus du Langley, qui en avait aussi 3. Là, il lance son chasseur droit au centre pour effectivement spotter B. Vous voyez le chasseur qui arrive, qui spotte la partie centrale. Ça me paraît tout à fait évident, une tactique tout à fait logique à comprendre. Là, évidemment, il possède 5 chasseurs sur son escouade contre 4 aux Zuiyo, puisqu'il est opposé à un Zuiyo, et donc il va y avoir effectivement un problème pour le japonais d'arriver à passer ces avions. Là, il lance tout un pack, donc bombardier, torpilleur et le chasseur. Papy, alors l'avantage du japonais, c'est qu'il va pouvoir effectivement attaquer effectivement avec ses 2 torpilleurs et son bombeur, pendant que les chasseurs se sacrifieront sur le bog, sur les chasseurs du bog. Alors pour l'instant, il a réussi. Oui, évidemment, il a eu une supériorité assez écrasante en termes de chasseurs. Mais pour ce premier passage, voilà, il a détruit des squads complètes de chasseurs. Peut-être une petite erreur. Il aurait plutôt que d'essayer de passer au centre, parce que là, Papy, même si... alors, on n'a pas vu l'attaque. Hein, je suis resté sur le... Il a réussi à mettre une bombe sur le Nicolas. Même si le Zuiyo va lancer... Là, il rate son passage. Il a peut-être fait une petite erreur de placement. Donc, revenons sur le chasseur qui part à la poursuite, effectivement, des torpilleurs. Et il va en dégommer un maximum. Là, le Zuiyo, même si à le premier passage réussit à en passer pas mal, il va prendre très très cher. Le bog qui prend le risque toujours de suivre sa flotte. Là, pour le coup, il a bien failli prendre des torpilles qui ne lui étaient pas destinées.
À l'arrivée, voilà, il va perdre une escouade complète. Et voilà l'escouade de chasseurs qui revient d'Ardar pour protéger les derniers avions qu'il a en truc. Est-ce que qu'il a en vie? Est-ce que Papy va l'attaquer? Moi, je sais que je l'aurais attaqué, mais je suis pas un bon joueur de porte-avions. Oui, là, il ramène, il essaye de l'attirer vers le Zuyo. Zuyo qui réagit un petit peu comme Papy. Il essaie de rester très près de sa flotte. À nouveau, il sacrifie ses chasseurs pour qu'un deuxième passage soit efficace pour lui, au Zuyo. Là, le bombardier, il repart à vide. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, il est reparti normalement. Et le torpilleur repart. Pendant ce temps, Papy... ah bah oui, Papy comme une grosse... Ah oui, vous voyez, le Zio a intelligemment se sert de l'entière de son porte-avions pour aider ses chasseurs à dégommer les chasseurs de Papy. Une jolie... Une jolie finesse. Du coup, Papy va perdre tous ses chasseurs. Voilà, il a perdu ses chasseurs un peu gratuitement. Ceci dit, j'aurais probablement commis l'erreur moi aussi. Alors, il est en train de repartir dans l'autre sens. Il a réussi à mettre un bombardier. On va s'occuper un petit peu de la version... C'est vrai que quand je suis un Bog ou un Langley, je suis plus branché sur la maîtrise de l'air que sur la version offensive. C'est sur le Zuyo que le bombardier a jeté son dévolu, le bombardier de Papy. Papy qui va chercher le Zuyo, qui a beau se planquer, à mon avis, il va lui mettre quelques torpilles dans les dents. Même si l'entière du Zuyo est assez redoutable. On regarde ce passage de torpilles. Alors un Zuyo qui est en flamme et qui ne peut pas se soigner, il risque de prendre 2 torpilles. 1, 2, voilà. Et il va continuer. 3 même, il en a pris 3. Et il va continuer à brûler ou pas? Non, il avait laissé l'incendie marcher en se craignant l'inondation. Il avait plus ou moins prévu que Papy allait lui mettre des torpilles dans la tête. Donc il prévoyait l'inondation. Là, le chasseur de Papy repart à la chasse, mais qui ne retourne pas sur le Zuyo, ce serait dommage. Oui, il retourne sur le Zuyo. Non, ça va, il retourne pas. A priori, le Zuyo n'a plus de chasseur. Donc ça, c'est le gros problème quand un Zuyo affronte un Bog. C'est qu'il fait 2 passages, 2 passages où il perd tous ses chasseurs, le Zuyo. Et ensuite, pendant ces 2 passages-là, il a tout le loisir de mettre des dégâts, mais après, le Bog est un peu le patron. Là, le Bog, je pense que Papy n'ose pas rappeler ses chasseurs pour les reconstituer complètement, parce que, tout simplement, il a peur d'une nouvelle attaque. Là, il les laisse... oui, le Zuyo est très bien placé pour lui, le Zuyo, mais très mal placé pour Papy, pour la défense de sa flotte. C'est intéressant de voir à ce moment-là, c'est une vraie... Il y a vraiment un vrai problème. Là, il essaye d'éviter le largage de torpilles sur le Phoenix, ou sur autre chose d'ailleurs. Sur le Bellérophon. Bah, les torpilles sont parties, mais fort heureusement, vous voyez, ça a donné qu'effectivement, les torpilles, il n'y en aura qu'une au but au lieu de 2 ou 3. Et il n'a pas réussi à détruire les avions. La défense... alors pendant ce temps, Papy renvoie, voilà, il a fini par couler le Bog, il avait mis une bombe. Donc il a fini par couler le Zuyo, je veux dire. Donc maintenant, il va avoir la maîtrise de l'air. Mais dans une partie très compliquée pour lui, parce que le Zuyo a essayé de jouer avec ses armes. Et c'était bien joué. Il lui a vraiment posé de gros problèmes. Ceci dit, il ne faut pas oublier, c'est selon les possibilités qu'il y a du capitaine, les torpilleurs et les bombardiers ont de quoi se défendre. Hein. Alors on va quand même s'occuper des dégâts, parce qu'il a réussi à mettre des dégâts aussi sur le Wyoming, apparemment. Je pense. Et on va commencer à s'occuper des dégâts, parce que maintenant il n'a plus qu'à ramasser les morts. Là, hein. En termes d'avions, les chasseurs et
Et les torpilleurs vont un peu errer comme ça, en l'air, sans ordre, sans rien. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait avec sa partie offensive, celle qui fait des dégâts. Qui a peut-être été le Zio qui a peut-être fait une erreur de se placer ici parce que il était vraiment à la merci et même en admettant que Papy ne l'ait pas coulé, vous voyez le Karlsruhe Phoenix aurait pu lui tirer dessus à partir de maintenant, donc il aurait forcément été en grosse difficulté. Ça c'était stratégiquement intéressant. Alors il faut pas perdre de vue ce qui se passe au nord où la route s'est complètement ouverte parce qu'il faudrait voir aussi une vue d'ensemble. Ils ont un cap, le cap A, ils sont en train de conquérir B, mais au nord, il y a une petite force là qui s'est constituée, composée d'un Kaiser et d'un Orion, et du Duguay-Trouin, et du V170, qui risque de prendre cher des torpilles, le V170 de la part du Duguay-Trouin, ce qui est bien joué. Le V170, comment il va éviter ça Est-ce qu'il va les éviter? Ça pourrait être un coup gagnant pour le Duguay. Ouais. Boum, voilà, bien joué le Duguay. Et pendant ce temps, les torpilleurs de Papy partent à la chasse au Wyoming. C'est visiblement, oui, c'est... Malgré l'entière assumée du Wyoming, mais bon, à ce tir-là, les entières sont pas énormes, mais ils se font quand même mal. Hein. Et puis l'entière américaine, traditionnellement, l'entière de tous les navires américains est excellente. Alors ce qui est bizarre, c'est que Papy a lancé ses chasseurs. Il ne les fait pas revenir à bord. Il s'en sert simplement pour spotter de loin. Mais il ne va pas finir les... Bah, bon, on me dirait c'est le dernier torpilleur. Alors là, on l'a encore loupé. Et il a mis une inondation sur le Wyoming qui est en train de couler tout doucement. On l'a loupé. Hein. Et mes excuses à Papy qui m'avait envoyé une partie où il fait des dégâts, mais on ne les voit pas parce que je ne m'intéresse plus à ces chasseurs depuis le début. Alors oui, je comprends pas bien cette tactique avec les chasseurs, mais est-ce qu'il s'en sert pour spotter simplement l'ennemi? Parce que là, il est reparti se mettre à l'abri. Hein. Parce que là, on voit les tirs, visiblement, oui. Ils sont en train de lui tirer dessus. Boum, voilà. Tout ce moteur cassé. C'est l'Isokazé qui lui tire dessus. Voilà, du coup, Papy, la réponse, c'est on envoie le chasseur, le dernier chasseur, pour spotter l'Isokazé. Du coup, l'Isokazé qui a mis son entière, eh ben, il se fait voir. L'Orion va prendre cher, à mon avis, il va pas tarder à quitter ce monde. Voilà, plus d'Orion. Il avait torpillé le Wyoming comme prévu et il lui a mis une inondation, du coup il l'a coulé. C'est son deuxième kill. Ah, c'est sûr que maintenant il va avoir un peu la mainmise. Hein. Il envoie son bombardier sur l'Isokazé. À mon avis, l'Isokazé est mal. Alors on va regarder ce passage de bombardier bien dans la longueur du navire. S'il le prend bien en longueur, après c'est la RNG. Ben voilà, la RNG n'est pas avec lui. Il n'a pas voulu qu'il le touche. Il était bien pourtant. Hein. Et on voit bien la ligne de l'Isokazé qui a un petit peu... vous voyez, on voit bien son sillage qui montre qu'il essaye d'éviter comme il peut les tirs et les shoots. Et visiblement, l'Isokazé qui est en train de rusher le bog, qui essaie de se le faire. Alors, Papy, voilà, il essaie voilà, il essaye de... oui, petite... encore une fois, c'est compliqué quand on est un très bon joueur de porte-avions et qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec des navires de tiers 4 et 5 à largage automatique. S'il avait eu le largage manuel, je suppose que le malheureux Isokazé n'aurait pas fait long feu. Ceci dit, bon, l'Isokazé, non, lui tire plus dessus. Mais le Wyoming est en train de se jeter entre les deux pour intercepter. Hein. Et il maintient son chasseur au-dessus du destroyer, de manière à ce qu'il soit tout le temps en permaspot, comme on dit. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Permaspot, spotter en permanence, donc repérer en permanence. Là, le chasseur s'est fait détruire.
Il n'a plus de chasseur. Voilà, là terminé. Il n'a plus de chasseur. C'est donc pour ça qu'il n'avait pas renvoyé. Et on lui tire dessus. Ça doit être isocasé. Ouais, je pense. On essaie de finir. Il tire à l'aveugle maintenant. Et l'isocasé est suffisamment proche pour que le bog soit repéré. Donc tout le monde va tirer sur le bog. C'est assez compliqué comme bataille. Même s'ils ont une grosse avance en termes de points. Le pack là, qui est formé par l'isocasé, Orion, Kaiser et Duguay-Trouin, joue bien le coup. Et là-bas, de l'autre côté, ben, ils sont un petit peu... Oui, ils sont pas très vaillants. Hein. Le bombardier, c'est ce qu'il reste. Ouais, il va chercher l'isocasé. Encore une fois. Pas tant que ce soit le plus dangereux en termes de dégâts. Mais c'est celui qui peut spotter le bog. Non, il préfère aller faire des dégâts sur le Kaiser. Il assure les dégâts. Il est quand même à 80 000 de dégâts. Hein. Et il a mis un incendie. Et le Kaiser n'a pas... Voilà. Alors donc on va tirer sur le bog, à mon avis. Non, on ne tire plus. On le voit plus, le bog. Et le torpillage, qui va bien. Vous voyez, c'est donc assez curieux hein, d'avoir que 3 équipages. Là où le Zuyo récupère un équipage de plus par rapport au tiers 4. Donc par rapport au chaud, là le bog n'en récupère pas. Boum, 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 2 inondations en prime. Et là, non, il a éteint tout de suite ces inondations. L'Orion, il le laisse à 1600 points. Donc résultat, le premier qui ramasse l'Orion, ça va faire basculer définitivement la partie. Ils sont à 980 par 500. Et ils vont gagner, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, fin de la bataille. De retour au port. Alors, les écrans du 7 bataillon Bog. 2420 d'XP. 100 000 de dégâts quand même. Hein. On sent déjà que... Oui, voilà. 7 torpilles au but pour 3 inondations. Encore du 50% en termes d'inondation. 20 avions détruits. 2 navires abattus. 7 bombes au but. 5 incendies. Très gros ratio d'incendie pour le Bog. 100 000 de dégâts, c'est énorme. Il finit assez nettement premier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce classement. En termes de dégâts, bien sûr, Wyoming, le Zuyo, ce sont eux qui ont pris les 2 plus chers, les 2 qu'il a tués, en fait. 13 000 sur un Orion. Le Kaiser, le Nicolas ont pris les derniers dégâts. Alors, incendie provoqué grâce aux détections, il y a eu 4 incendies. Il a tanké pour 101 000 de dégâts. Dégâts grâce à votre détection, 17 000. Et il a fait 33 km. Là, il est resté dans le même cadran, hein, entre 2-3 cases. Exceptionnellement, il n'a pas trop bougé, mais les circonstances l'ont empêché. 7 bombes, 33 larguées, 7 ont touché pour 14 000 de dégâts. 26 torpilles larguées, 7 ont touché pour 49 000 de dégâts. C'est très homogène, 15 000 de dégâts à l'incendie, 20 000, 21 000 en inondation. On sent quand même que le Bog a quelque chose à faire et a quelque chose à dire, même si, c'est vrai que c'est un peu poussif tout ça, surtout, encore une fois, que ce sont des largages en automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça vous éclairera, et si vous la mettez en regard avec celle des porte-avions japonais, ça peut effectivement vous donner des idées sur la manière de gérer, et qui sait, de choisir une des 2 lignes, voire les 2, pour jouer porte-avions, pourquoi pas. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des likes, mais aussi surtout des commentaires, afin qu'on en discute, que vous donniez votre avis. N'hésitez pas, si vous voulez aussi un thème de vidéo tout particulier, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si j'ai le navire, ce sera avec plaisir que je vous en proposerai l'historique ou des gameplays. Ceci dit, je vous laisse pour cette journée. Je vous souhaite une bonne journée et à bord de navire, coulez bien et faites couler les autres, c'est aussi bien. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.